Philippe Val, bonjour. Bonjour Christophe. Et bienvenue sur Radio J. Vous êtes l'auteur de La gauche et l'antisémitisme qui paraît aux éditions de l'Observatoire. C'est un recueil de textes, de chroniques, d'indignation, avec beaucoup d'ironie, qui s'étale sur les 4-5 dernières années. Une sorte de quinquennat d'indignation autour de ce thème, l'antisémitisme. Mais je voudrais vous poser une première question sur le sous-titre. Vous sous-titrez « Nous sommes tous juifs » avec un point d'exclamation. Qu'entendez-vous par là? J'entends par là que ce qui a fabriqué l'Europe, ce qu'on appelle l'esprit européen, et qui souffle sur notre continent depuis du nord au sud et de l'est à l'ouest, c'est une construction, en gros, pour aller vite, pour pas faire des heures là-dessus, il y a Homère d'un côté, la Bible de l'autre, tout ça fusionne. On est judéo-grec, on est vraiment profondément judéo-grec, et lorsqu'on attaque les Juifs, quand les Juifs sont menacés, c'est pas simplement les Juifs. D'ailleurs, on sait très bien que les antisémitistes n'ont même pas besoin des Juifs. Les grands haïsseurs de Juifs haïssaient, par exemple Hitler, haïssait l'Europe, l'Europe aux racines judéo-chrétiennes, etc. Donc, quand on attaque les Juifs, tous les Européens sont Juifs, parce que nous sommes de la même famille profondément. Et d'ailleurs, c'est réciproque, puisque on voit bien que les Israéliens, ils ne savent faire que ça. Ils ont fabriqué de l'Europe. Institutionnellement, c'est de l'Europe. C'est une ambassade de l'Europe. C'est de l'Europe. Vous dites aussi, page 64, je ne suis pas juif, mais l'antisémitisme fait de moi un juif. Bien sûr. Et automatiquement. Pour la raison que je viens de dire, déjà pour des raisons, disons, émotionnelles ou peut-être, ou des raisons de solidarité humaine, mais aussi pour des raisons profondément philosophiques, parce que nous avons tous une part de la pensée juive en nous. Je ne sais pas si on a tous quelque chose de Tennessee, mais on a tous quelque chose de la Bible et de la geste homérique. Ce sont les grands récits qui nous ont construits, qui nous racontent déjà et qui nous ont construits. Shakespeare et Racine sont inimaginables sans cela. Bien sûr. Voilà. Avec Attali comme avec Le Marchand de Venise, on retrouve cela. Absolument, bien sûr. Vous écrivez, parce que votre livre est sur la gauche, profondément, vous écrivez après le 7 octobre, vous dites « La crise est consommée. Ceux qui sont susceptibles de ramener un jour la gauche au pouvoir ne pourront s'allier avec un parti comme la France Insoumise. » Et puis patatras, il y a eu le Front Populaire. Ils l'ont refait. Oui, mais pour moi, c'est une gauche pourrie. C'est une gauche qui n'a aucune légitimité. Alors, l'histoire remonte à loin, quand même. Alors, vous qui êtes un lettré, peut-être que vous allez avoir des contradictions, mais à m'opposer. Mais je pense que la gauche radicale, mettons celle de la Révolution française, quand on a commencé à dire ce que c'était que la gauche et la droite, la gauche radicale, la gauche, on pourrait dire héritière de Rousseau, mais celle de Robespierre. Et la gauche qui pense que la révolution, vraiment, elle commence avec les massacres de septembre de 92 et qu'elle se termine avec la chute de Robespierre. Et la gauche qui va hériter de cette mémoire, cette gauche radicale, elle va être au 19e siècle compatible avec l'antisémitisme, voire antisémite. Tandis qu'une gauche libérale, plutôt qui va chercher ses racines dans des philosophes du 18e comme Diderot ou Voltaire, et Condorcet, qui était le dernier vivant et qui est le seul à avoir connu la Révolution française, condamné à mort par la terreur et qui a eu la chance, si on peut dire, de mourir 24 heures avant d'être guillotiné, cette gauche libérale, elle, n'a jamais trempé dans l'antisémitisme. La gauche radicale, c'est celle aussi de Karl Marx et de la question juive, c'est ce rameau-là. Bien sûr, c'est un texte canonique, quoi qu'on en dise, même s'il n'est pas très public, il est canonique. C'est une référence antisémite, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il fait Marx à ce moment-là? Il reprend d'ailleurs une idée que les penseurs socialistes radicaux du 19e, Blanqui, Proudhon, etc. reprennent, c'est que le juif n'a pas de racines, sa seule passion c'est l'argent, son seul pays c'est l'agiotage, enfin, etc., etc. C'est exactement, il sécularise un antisémitisme qui jusque-là était religieux, il va devenir sécularisé. C'est cette propagande-là qui va servir de base à l'extrême droite nationaliste qui se décatholicise et qui est emmerdée par le fait qu'en 1804, Napoléon a donné toute la pleine citoyenneté aux Juifs. Et donc, au moment de l'affaire Dreyfus, on le voit, parce que comme Jules Guesde, il est anti-Dreyfusard, et notre ami...
à part Zola, Bloom, etc. Jaurès va attendre. Jaurès, il attend un peu parce qu'il est marxiste et il est encore un peu imprégné, puis il va tomber du bon côté, fort heureusement. Et l'argent, le juif, l'argent, on a retrouvé ça après l'Eurovision récente. Vous consacrez un chapitre à l'Eurovision, mais de l'année dernière, quand Rima Hassan tweet monnaie, 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 à propos de la candidature de la chanteuse israélienne, on retrouve ça? Bien sûr, c'est la base de l'idéologie nazie. Quand on lit Mein Kampf, c'est son argument ultime. J'ai lu quelques passages concernant cette question-là, c'est son argument principal à Hitler. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que cet antisémitisme sécularisé, idéologique, il a produit la Shoah, il a produit l'extermination des Juifs d'Europe, il a provoqué cette chose-là. Donc, les antisémites d'avant sont coupables et responsables, mais ceux d'après, c'est pire encore, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas savoir que ça a eu lieu à cause de ça. Donc, les antisémites d'aujourd'hui sont pires que les antisémites d'avant-guerre, plus dangereux, plus néfastes. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, il faut les combattre d'une façon très radicale. Dans la stratégie actuelle de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, qu'on peut appeler l'islamo-gauchisme, et que vous décrivez, vous dites, les élections, finalement, ça ne l'intéresse pas. Il sait bien qu'en tenant ses discours très complaisants à l'égard du Hamas, c'est 5-10% des électeurs, ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il cherche? En fait, je pense que Mélenchon, il est fasciné par la geste révolutionnaire qui a commencé avec la révolution russe, et la thèse trotskiste, selon laquelle, à l'époque, qui va fonder l'armée rouge, Trotsky, etc., selon laquelle une minorité violente peut prendre le pouvoir sur une majorité. Ils n'ont pas besoin d'une minorité. Une majorité. Ils n'ont pas besoin d'avoir 51% des élections. Ils n'en ont rien à foutre. Avec 10%, on peut foutre un pays par terre. À condition de faire la révolution. À condition de foutre le bordel suffisamment et d'instaurer un tel climat de violence. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, en 1920, qu'est-ce que c'est l'enjeu? Quand il y a le congrès de Toulouse, les deux gauches divorcent une première fois si fort. Eh bien, ça a été Marcel Cachin qui revenait de Russie, où il a assisté à la terreur, à l'instauration de la terreur, chose que va dénoncer à la même époque Albert Londres, mais que lui va revendiquer, et il va dire à Blum, il faut instaurer la terreur pour la révolution, et suspendre les libertés. Et Blum dit jamais on suspendra les libertés. Et il divorce là encore. C'est les gauches irréconciliables, elles ont toujours été. Et en 1930, par la gauche, il y a une nouvelle scission à gauche, une gauche radicale qui s'en va, avec Doriot, qui a été un compagnon de Lénine, un ami de Lénine, et Doriot s'en va, et 10 ans plus tard, au nom d'une gauche qui n'est pas assez de gauche, et 10 ans plus tard, on le retrouve évidemment dans la collaboration persécuteur des Juifs. Dans cette gauche suspecte, il y a les filles, il y a les Verts aussi. Vous vous rappelez la figure de Ginès Scandrani qui voulait détruire Israël. C'est très intéressant, les Verts. Parce que, vous savez, c'est à la fois l'antisémitisme sécularisé et de nouveau un antisémitisme métaphysique. Pourquoi? Parce que les Verts, souvent, ne l'analysent pas eux-mêmes parce qu'ils sont dedans. Ils sont comme des poissons rouges dans le bocal qui ne sait pas ce que c'est que de l'eau, mais qui ne peut pas s'en passer. Eh bien, ils ne peuvent pas se passer d'une métaphysique. Et pour eux, ils considèrent la nature comme une chose, comme une référence idéale à quoi il faut se conformer. Alors que la nature, ça n'a rien à nous apprendre. Bon, la nature, elle est ce qu'elle est, et nous en sommes, et y compris mes lunettes en plastique et le téléphone portable, tout ça, c'est le produit de la nature. Non, pour eux, il y a une nature formidable et un homme qui... c'est une vieille idéologie. On retrouve le rousseauisme. À Platon, et qu'on retrouve à Pline l'Ancien et à Rousseau. Alors là, Rousseau est le grand synthétiseur de ça. Mais la nature est le référent mystique des Verts comme entité idéale, et l'homme détruit la nature. Et quand l'homme détruit la nature, vite, c'est le juif qui détruit la nature. Très vite, il y a de complotisme en complotisme, on aboutit toujours on finit toujours par tomber sur le juif. Alors, il y a les partis politiques, et puis il y a la gauche intellectuelle. Vous consacrez plusieurs chroniques au Monde. Le Monde qui nous explique que c'est Israël qui est en train de mettre le feu au Proche-Orient. Le Monde qui alimente cette détestation d'Israël. C'est ce que vous écrivez, Le Monde contre franc-tireur. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui par rapport à ce journal? On est dans le pays de la liberté d'expression. Ah, mais moi, je suis tout à fait pour que Le Monde paraisse. Et voilà, j'ai aucun
souci de censeur. Je ne suis pas hanté par ça du tout. Je suis simplement furieux et je ne peux pas supporter l'idée que Le Monde soit le journal de référence. Ça, je pense que c'est une usurpation depuis le début. Depuis que Le Monde a remplacé Le Temps, qui était un journal antisémite qui a été, dans le moment de l'épuration après la Libération. Je pense que c'est une injustice. J'en ai parlé avec des gens du Monde, puisqu'on a eu des débats suite à mes chroniques. Et je leur ai dit, voilà, c'est insupportable. Il y a faute. Il y a faute dans le traitement du Moyen-Orient depuis longtemps. Il y a eu faute déjà parce que au moment des Khmers rouges, il y a eu faute au moment de la guerre au Vietnam. Le Monde accumule les fautes et les erreurs. Et il y a faute quand Nasrallah est tué et qu'on en fait l'éloge. Évidemment. Et est-ce que l'on peut le dire, le faire entendre? Est-ce que Le Monde accepte les arguments? Est-ce que vous avez eu un dialogue un peu fécond avec eux? Pas vraiment. C'est un Non, dogmatisme. parce que vous comprenez, il faut comprendre une chose, c'est que Le Monde, même pour un journaliste vraiment sympathique, pas con, qui entend ce qu'on a à dire et qui dit oui, etc., ça peut pas aller très loin parce que c'est comme si vous disiez du mal du Vatican à un cardinal. Il va dire oui, vous avez raison, mais quand même le Vatican c'est bien parce que c'est l'aboutissement du tellement... C'est la casquette d'amiral, c'est la casquette de maréchal, être au Monde quand on est journaliste. Ce qui est complètement pas vrai d'ailleurs, à mon sens. Mais enfin bon, dans leur tête, c'est comme ça. Y compris des gens très sympathiques ne veulent pas trop entendre. Moi, j'en ai fait l'expérience avec une journaliste, parce qu'il y a des journalistes là-dedans que j'aime beaucoup, avec une journaliste du Monde pour qui j'ai le plus grand respect, parce que son travail est formidable. Et je lui ai dit, quand même, ton journal, il déconne complètement. Elle dit, oui, t'as raison, mais finalement, c'est quand même équilibré. Tu crois, t'exagères. Je dis, vous ne lisez pas votre journal. Si vous le lisiez... Il y a une forme de déni. Bien sûr, Pour finir, il y a aussi un moment très important, c'est la manifestation du 10 novembre 2019, organisée à l'époque parce que ce CCIF qui allait être dissous ensuite. C'est un moment clé de ce virage de la gauche, d'une certaine gauche. C'est une façon de se montrer. Moi, ça ne m'a pas étonné. Elle grenouille comme ça depuis très longtemps, depuis la guerre d'Algérie, depuis etc. Enfin bref, elle s'est déjà exprimée au moment de l'assassinat des athlètes israéliens en 72. Enfin, il y a eu tout ça. Joseph Krasny, le pseudonyme d'Edoui Plenel. Voilà. Et puis Sartre. Et Sartre, bien sûr. Et qui est revenu dessus après, parce que Lanzmann a piqué une colère à ce moment-là. Mais voilà. Donc c'est une vieille histoire. Là, c'est vrai, il y a un aveu d'un lien précis, d'une alliance précise entre une partie de notre immigration musulmane qui s'est radicalisée et qui est violemment antisémite, et un parti politique, la France Insoumise, en tous les cas, la galaxie autour de Mélenchon, fricote avec ce qu'il y a de pire dans l'antisémitisme, parce que et en plus, je pense que les antisémites déclarés ne sont pas les plus dangereux. Je pense que ce qu'il y a de plus dangereux, c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec ce parti socialiste aujourd'hui, ce qu'il y a de plus dangereux, c'est la compatibilité avec l'antisémitisme. Il y a aussi des figures d'admiration, Blaise Pascal, Sophia Aram, Boualem Sansal dans ce livre, La gauche et l'antisémitisme, aux éditions de l'Observatoire. Philippe Val, merci, bonne journée. Merci beaucoup, Christophe.